Bonjour. Il faut toujours écouter ceux qui n'attendent rien pour eux-mêmes et qui parlent du sujet auquel ils ont consacré leur vie. À la fin du mois, ce sera le 90e anniversaire du congrès de Tours, donc de la naissance du Parti communiste. Comme historien, Stéphane Courtois n'a cessé d'interpeller le parti de Maurice Thorez sur sa soumission à l'Union soviétique. Il est l'auteur du livre noir du communisme et avec les archives qui se sont ouvertes à Moscou, aujourd'hui, il publie chez Fayard le bolchevisme à la française. En guise d'illustration, il propose sur la couverture une étonnante collection de poupées russes où s'emboîtent dans la poupée Staline tous les dirigeants du Parti communiste. Un autre livre qui va aussi animer le débat, mais lui, le débat politique, Stéphane Courtois publie chez Fayard le bolchevisme à la française. À la fin du mois, ce sera le 90e anniversaire du congrès de Tours et donc de la naissance du Parti communiste. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, vous êtes un des historiens du Parti communiste, dont plusieurs livres ont donné lieu à beaucoup de débats et même à des polémiques, notamment il y a une dizaine d'années, le livre noir du communisme. Et à l'occasion de ce 90e anniversaire, vous avez publié chez Fayard le bolchevisme à la française, qui regroupe plusieurs de vos articles. Et sur la couverture, comme je l'ai dit en commençant, vous avez mis, on voit des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. La plus grosse poupée, c'est Staline, et la plus petite poupée, c'est Marie-Georges Buffet. Franchement, Stéphane Courtois, croyez-vous réellement que Marie-Georges Buffet, encore dernièrement à la tête du Parti communiste, était de ce fait une bolchevique, sérieusement? Ben oui, d'une certaine manière. Vous savez, ce parti communiste, donc créé en 1920, comme vous le rappeliez, à l'origine, c'était un parti socialiste et démocrate qui participait au système politique français d'avant, en 1914, puis de 1920. Et puis brusquement, à une vaste majorité d'ailleurs, il a décidé de se rattacher à un tout autre courant qui était le communisme, et en l'occurrence un communisme bien particulier qui était le communisme soviétique, donc bolchevique. Et à partir de là, ce parti a été entièrement transformé. Je dirais presque qu'on lui a, je ne suis pas biologiste, mais on lui a inséré un nouveau code génétique totalement différent de ce qu'était le code génétique du socialisme français, qui était un socialisme démocratique. Et donc là, on est rentré dans toute autre chose. Alors bien entendu, vous faites allusion à diverses polémiques qui ont parfois été extrêmement violentes, parce que le Parti communiste, il faut le rappeler, a été très puissant dans ce pays. En 1946, c'était le premier parti de France, plus de 28% des voix. Et il y a beaucoup de partis aujourd'hui qui voudraient avoir des scores de cette puissance. Et puis, en plus, il contrôlait entièrement la CGT, qui était le principal syndicat français. Et donc, une très grande puissance. Et une puissance qui, en général, n'aimait pas beaucoup qu'on lui marche sur les pieds et qu'on s'occupe de ses affaires. Pour illustrer ce que vous appelez le bolchevisme à la française, pour parler de cette période et de Maurice Thorez, vous rapportez dans votre livre ce que, en 1947, Thorez dit à Staline, il est à Moscou, et il dit à Staline, bien qu'il soit français, qu'il a l'âme d'un citoyen soviétique, et Staline lui répond « Nous sommes tous communistes et cela veut tout dire ». Ça, c'est ce que vous appelez le bolchevisme à la française. Ben ça, c'est le degré maximal du code génétique, c'est-à-dire ça n'est pas seulement le modèle d'organisation, ça n'est pas seulement les directives politiques extrêmement précises qui arrivent de Moscou sur la politique que doit suivre au jour le jour le Parti communiste français, ça n'est pas seulement l'argent qui arrive massivement de Moscou, parce que ce parti n'aurait jamais pu survivre dans les années 20 et 30 si l'argent n'était pas arrivé massivement de Moscou pour entretenir des centaines de permanents. C'est l'intériorisation des valeurs mêmes du bolchevisme russe, soviétique, par les responsables. Ce dialogue, vous l'avez trouvé où, comme historien? Alors ce dialogue, alors là, voilà, le professeur parlait tout à l'heure de la recherche, eh bien voilà, là on est dans la recherche, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur le communisme français jusqu'en 1992 sans un seul document d'archives interne. Et puis à la stupeur générale, y compris des spécialistes, l'Union soviétique s'étant effondrée, nous avons découvert à Moscou des
gigantesques. Ça a été un moment, vous dites, capital, mais fondamental. Il y a quand même de grands moments pour un chercheur. Se sont ouverts les archives. Voilà. Vous rentrez dans la caverne d'Ali Baba, dont vous n'aviez jamais rêvé parce que vous ne saviez même pas si ces archives existaient. Et le plus drôle, c'est que le Parti communiste français, pour protéger ces archives, les avait déposées à Moscou en se disant là, personne n'ira les voir. Bon, c'est justement là qu'elles se sont ouvertes. Donc vous le voyez, il y a quand même de bons moments dans la recherche. On souffre pendant 10 ans, 20 ans. Et puis, à un moment donné, ça aboutit. Et on tombe alors sur ce genre de sténogramme. C'est le sténogramme de la rencontre entre Thorez et Staline. Et effectivement, Thorez dit « Je suis français, mais mon âme est celle d'un citoyen soviétique ». Je crois qu'il n'y a rien à ajouter, là, tout est dit. Quand le Parti communiste était le premier parti de France, comme vous le rappeliez, Maurice Thorez était le vice-président du Conseil. On dirait aujourd'hui le vice-premier ministre. Le premier ministre, c'était De Gaulle. Et dans votre livre, vous faites à plusieurs reprises un parallèle entre le communisme et le gaullisme. Vous pensez que ce sont deux mouvements qui sont, vous dites, charismatiques l'un et l'autre. Oui, c'est incontestablement. Vous employez le terme de charismatique. Bien entendu, parce que il n'y a pas de doute qu'il y a eu derrière ces mouvements une espèce de grand courant de croyance. Les gens s'engageaient, les gens étaient prêts à se faire tuer pour ça. Donc là, il y a quelque chose de sérieux. Bon, il faut bien dire que la croyance gaulliste s'est affaiblie, même si aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est gaulliste. Mais la croyance communiste s'est encore plus affaiblie, parce que là, elle s'est véritablement effondrée. Le premier chapitre du livre de Gaulle, Le fil de l'épée, s'ouvre sur cette phrase. Au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'action Faust. Et vous avez retrouvé dans le livre de Thorez, Fils du peuple, la même citation. Absolument. Ça, c'est la grande caractéristique des bolcheviks. À la différence de tous les autres socialistes, les socialistes ont eu toujours un discours rhétorique, révolutionnaire, etc. Sauf que les bolcheviks, eux, ils sont passés à l'acte. Et là, c'est tout à fait autre chose. Lénine est passé à l'acte et il est allé jusqu'au bout. Il y a un grand professeur de sciences politiques, Georges Lavaux, qui demandait à quoi sert le Parti communiste, et il répondait que le Parti communiste avait notamment une fonction tribunicienne, du mot tribun, à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à permettre à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer dans le jeu politique de le faire. Est-ce que vous lui reconnaissez, aussi critique que vous soyez à l'égard du Parti communiste, qu'il a eu et qu'il a peut-être encore ce rôle-là? Oui, quand je parle du bolchevisme à la française, je dirais que j'éclaire une dimension de ce parti, qui est quand même une dimension fondamentale, puisque c'est la dimension de tout l'appareil, c'est-à-dire de tout ce qui est étroitement lié à Moscou et qui dirige le parti. Mais il est vrai qu'il y a aussi le peuple communiste. On a tous connu des communistes en pagaille, on l'a même été. Donc, dans ce pays, il y a des millions de gens qui ont été communistes. Et donc qui n'avaient rien et qui n'ont rien dans la tête de bolchevique. Et qui avaient souvent aucune idée de ce qui pouvait bien se passer à Moscou, qui n'avaient pas d'idée que Staline faisait fusiller 700 000 personnes entre 1937 et 1938, etc. Ce sont des gens qui peuvent être tout à fait de bonne foi. Et effectivement, le Parti communiste s'est servi des aspirations des gens à une vie meilleure, à un meilleur niveau de vie, à une reconnaissance sociale, pour évidemment devenir cette force politique extrêmement puissante qu'on a connue à partir de 36, mais surtout après 45, et qui a perduré jusque dans les années 70. Finalement, qui a tué le Parti communiste? C'est François Mitterrand. Bon, avec la fameuse union de la gauche, il savait très bien ce qu'il faisait. Il avait compris il y avait des évolutions sociologiques en France, que la classe ouvrière allait avoir des gros problèmes avec la désindustrialisation, etc. Et que par contre les classes moyennes allaient monter et qu'elles n'allaient pas aller vers le Parti communiste. Merci Stéphane Courtois. Votre livre, Le bolchevisme à la française, est publié chez Fayard, et je signale que vous signez aussi un des articles que la revue L'Histoire consacre à la naissance du Parti communiste, mais l'Histoire, contrairement à vous, titre simplement La tentation bolchevique. C'est arrivé demain sur Europe 1 avec Dominique Souchier, 9h-10h.